Bienvenue dans cette édition spéciale de notre émission Débat sur l'école. Ce soir, nous abordons un sujet sensible mais essentiel, les conditions de vie et de travail des enseignants des écoles privées au Mali. En dépit de leur engagement et de leur rôle clé dans la formation de nos enfants, ces enseignants sont souvent confrontés à des difficultés majeures: précarité, salaire irrégulier, absence de protection civile et j'en passe. Ce débat est là pour faire une lumière sur les réalités que vivent ces enseignants du privé. Et pour cela, nous avons eu l'honneur d'avoir M. Alassane Touré, qui est le secrétaire aux revendications du syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali, abrégé SILEPMA. Alors, M. Alassane, soyez le bienvenu. Moi, avant de répondre à la question, de saluer l'ensemble des enseignants du Mali, et en particulier ceux du privé. Chapeau à ces militaires qui sont toujours au combat et qui ne cessent de l'être aussi. Merci à la presse en général. Et je précise aujourd'hui que je dois vous remercier de nous avoir donné la parole. La télévision vous l'accorde, je crois bien. Merci pour votre regard à cette couche abandonnée, je dirais, qui est aujourd'hui la plus sensible. Ceci étant, la place qu'occupent les écoles privées en général, quantifier, ça serait minime. J'avoue que les écoles privées occupent aujourd'hui une place centrale dans le système éducatif malien. Globalement, les écoles privées représentent à peu près les 70% de l'éducation malienne. Donc, on ne peut pas parler d'une question minime. C'est une question centrale. La place, et je vais modérer un peu pour ne pas dire que c'est 80% des enfants qui sont dans les écoles. Merci pour cette réponse. Donc, le secteur privé, l'école privée occupe une place très importante dans le système éducatif malien. Mais est-ce que vous pourrez nous dire à peu près le profil d'un enseignant du privé dans les écoles privées? Nous parlons en termes de niveau de formation, d'ancienneté, de son statut et tout. Est-ce que vous avez... Le profil, ça varie selon les niveaux. Parce qu'il y a le secondaire, il y a le premier cycle, ce qu'on appelle le fondamental 1 et 2, et il y a le préscolaire. Donc le profil varie. Mais parlant de la formation, beaucoup des enseignants des écoles privées sont sortis des écoles de formation du Mali. Beaucoup. Et ces écoles-là sont nombreuses. Il y a les IFM, il y a l'ENSUP, il y a l'ENSEC, et je sais que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas. Il y a l'IPEG, que certains n'ont pas trouvé. Il y a la FAS. Ces enseignants sont formés dans ces écoles-là. Et parlant de statut, moi, je ne préfère pas m'aventurer parce que pour parler de statut, il faut avoir une place auprès des promoteurs. Ce sont des gens qui sont considérés comme des prestataires. Donc, le statut, ça n'y est même pas. On ne parle même pas de statut. C'est juste des gens qui viennent exercer un temps, on les donne des petites rémunérations. Sinon, le statut, vraiment, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que nous reconnaissons que certains enseignants du privé, quand même, sont venus par vocation. Il y a certains qui sont venus par vocation, bien que on sait que beaucoup d'entre eux là viennent pour passer un peu de temps et partir. Vous avez anticipé d'ailleurs une question que je voulais tout de suite vous lancer, cette description sombre. Bon, on viendra d'ailleurs sur les conditions de travail des enseignants, mais vous avez déjà touché du doigt ce côté sombre de l'enseignant malien.
La question que j'aimerais poser, à voir ce tableau sombre que vous avez présenté, qu'est-ce qui pousse les gens actuellement à s'aventurer, si vous permettez le terme, sinon à aller vers les écoles privées? Je vous avoue qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons qui poussent les gens à venir dans ce secteur. Mais la plus grande des raisons, c'est pour dire, puisque je n'ai rien eu, je vais venir pendant un temps et en cherchant autre. En attendant quoi? En attendant. Voilà, donc c'est la raison fondamentale. Et c'est sûr que tout le monde n'est pas venu pour ça quand même. Mais majoritairement, c'est vraiment une question de tremplin. On vient en attendant qu'un concours de la fonction publique s'offre à nous et on va passer et partir. Donc c'est vraiment un passe-temps. On n'est pas là pour rester. Non, beaucoup. Beaucoup sont venus pour un temps. Et d'ailleurs, on a coutume d'entendre dans les rues maintenant, on dit, tu n'as même pas eu l'enseignement. Tu n'as même pas eu une école où enseigner. Donc tout le monde peut trouver ça. Justement. Et quand tu n'as rien, c'est l'école qui te va. Aujourd'hui, hein, quand tu n'as rien, il faut chercher une école où passer ton temps en attendant que tu trouves mieux que ça. Voilà ce qui amène les enseignants dans ce secteur-là. Les gens ne partent pas pour la plupart par vocation, mais par nécessité. En attendant de trouver mieux ailleurs. Nous allons tout de suite tomber sur les conditions de travail au quotidien donc, de ces militaires, comme M. Lassalle les a nommés, les militaires de la CRE, les combattants contre l'ignorance. Nous allons essayer de parler de leurs conditions de travail. Alors, si on vous demande tout de suite de faire une description, de décrire les conditions de vie des enseignants, quelle sera votre description? Des enseignants du privé, bien sûr. La misérabilité. En même mot. En même mot. C'est le mot qui qualifie ces conditions. Je vous avoue que si vous faites le tour de certaines régions du Mali, du district en commençant, je vous avoue que quand vous écoutez, certains vous disent ce qu'on leur donne là, c'est au-dessous de la question. Je vous ai entendu parler de la précarité. Précarité, ça veut dire que c'est difficile, mais on peut s'en sortir. Mais quand on va parler de misérabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Les conditions sont inhumaines. Les conditions inhumaines des enseignants qui peuvent faire des mois, des enseignants qui peuvent faire l'année, ou même ceux qui gagnent là, ce qu'ils gagnent, ça laisse à désirer. Comme il y a une question qui, c'est sûr qui nous pousse à parler du SMIC, je crois. Et voilà, on en touchera à ça. En tout cas, ces conditions ne sont pas inhumaines, disons, sont inhumaines. Voilà, des conditions indescriptibles, misérables, je veux dire. Nous pensons que ceux qui prennent des décisions vont nous suivre certainement. Absolument. Et la description, parce que quand vous avez prononcé le mot, j'ai eu directement peur, mais nous sommes des humains. Nous osons croire que les décideurs sont en train de nous suivre ici. Alors, étant un responsable du syndicat des enseignants du Mali, selon les statistiques, est-ce que vous croyez que souvent les écoles établissent un contrat formel qui les respecte, je veux dire, entre les écoles et les enseignants? Est-ce qu'il y a des contrats où il y a, comme vous avez parlé des prestations, dit bon, viens, fais ceci, je vais te donner ça, et puis ça s'arrête là? Un contrat, oui. Parce que ce que les gens doivent comprendre, dès le moment où vous donnez un emploi du temps à un enseignant, c'est déjà un contrat. Il y a le contrat verbal. Maintenant, formel, là, c'est vous qui décidez à ce que ce soit formel en décidant de revendiquer vos droits. Là, ça devient formel. Mais quand vous faites un contrat verbal et que tu te laisses trimballer par un promoteur, ça, je doute si on va dire que c'est un contrat formel. Le contrat, ça existe dans certaines écoles. Oui, il y a certaines écoles même qui ont fait des contrats écrits. Des contrats qui sont écrits et qui existent. Mais le contrat verbal aussi est un contrat. Mais cependant, la faute incombe entièrement aux enseignants eux-mêmes. J'ai toujours dit, on ne s'assume pas. Les enseignants ne s'assument pas par peur
de perdre ce petit boulot que j'appelle petit boulot. Parce que quand tu n'es pas... les Ivoiriens ont coutume de dire petit travail, petit argent. Petit diplôme, petit salaire. Si tu sais comment tu as trouvé ton diplôme, si tu connais réellement la valeur de ton diplôme, tu ne dois pas te rabaisser à tel point que même ce qu'on te donne là, ça ne te donne pas de l'eau à boire. Mais est-ce que celui qui est dans le besoin a un choix? Justement, les besoins, tu as fait combien de temps pour avoir un diplôme? J'ai dit, valorisez-vous. Celui qui est dans les besoins là, ça veut dire qu'il ne cherche pas à se valoriser. Si tout le monde est la même valeur, ça veut dire qu'il y a certains qui sont plus valorisés que d'autres, alors que vous avez les mêmes diplômes. Oui. C'est là la question. Le grand problème, c'est qu'il y a des enseignants de haut niveau et des enseignants de petit niveau. Oui, mais est-ce que ce n'est pas la chance? Parce que des fois, il y a des écoles qui, peut-être, qui débutent. Le promoteur va dire, bon, voilà, moi, je n'ai pas d'effectif, commençons par ça et après, on va voir. Et vous vu aussi que l'enseignant est dans le besoin. Bah, j'ai une famille à nourrir. Des fois, on dit qu'un tiers vaut mieux que deux, demain tu l'auras. Je doute fort si je qualifie la chance, parce que la chance n'existe pas dans mon vocabulaire. Je transforme cette chance-là en force. Maintenant, les Blancs nous ont appris qu'il n'y a pas de sous-métier. Si ce n'est pas l'enseignement, là, je peux faire la menuiserie. Je ne vais pas dire que je vais lier la condition de vie de ma famille seulement à l'enseignement. Les maçons, il n'est pas allé à l'école, il nourrit sa famille. Le manœuvre, il nourrit sa famille. Moi, si tu ne valorises pas mon diplôme, je préfère aller cultiver les champs. Non, ce n'est pas une question. Le promoteur, oui, je peux me sacrifier pour un promoteur honnête, un promoteur sincère, un promoteur digne. Mais comment vous le saurez? C'est après, quand vous vous mettez ensemble. Oui, justement, j'ai fait 1 année avec vous, 2 années avec vous, 3 années avec vous, j'observe. Quand les conditions sont meilleures, je le sais. Quand les conditions ne sont pas meilleures, je le sais. Maintenant, quand est-ce que je dois réclamer? On n'est pas enseignant qui le veut. Hein. L'enseignement, c'est une vocation. Et c'est vrai qu'on ne va pas dans l'enseignement uniquement pour l'argent. On va dans l'enseignement parce que c'est un devoir moral. Mais ce devoir moral aussi doit être accompagné par la question des salaires. Maintenant, si les promoteurs, on sent qu'ils n'ont pas la volonté, c'est ce qui est arrivé. La plupart des, en tout cas à Bamako, je veux dire au Mali, la plupart des enseignants, on sait que c'est cette volonté-là qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils n'ont jamais considéré les enseignants. Beaucoup, hein. Je vais entre griffes. Beaucoup ne considèrent pas les enseignants parce qu'il y a des affinités qui font que toi, je t'amène, je booste l'autre là qui n'est pas de ma famille et finalement, ça devient une question. La plupart vont, comme c'est ce qu'on va arriver dans le fond. Voilà, donc moi, je crois bien que la faute n'est pas forcément les promoteurs. On a une part de responsabilité parce qu'on ne se valorise pas aussi. Oui, parce que des fois, dans des écoles, vous avez donné un cas ici. Vous avez débuté avec un promoteur, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez que lui, sa situation change parce que nous le voyons, il commence à pied. 2, 3 ans, il a une voiture, il a une maison. Un de ses enfants vient commencer à gérer l'école et souvent, ça finit par les chaos. Maintenant, vu que tu as déjà consacré 3 ans, c'est comme ça les enseignants raisonnent. Bon, là où je dois aller, je ne sais pas comment ça va se passer. S'il quitte là-bas et il va ailleurs, il doit aussi recommencer. Est-ce que ça ne serait pas un éternel recommencement? J'ai peur de dire qu'il y a un code de travail. Justement, on va évoquer ça. Il y a un code de travail. Oui. Donc, quand je vois que le promoteur, ça commence à aller et que ça ne marche pas, disons, qui ne me respectent pas, ils me vendent les conditions, je me retire. Là où je vais, là, c'est déjà, on dit, l'échec est une nouvelle leçon. Oui. J'ai échoué là-bas. Quand je vais de l'autre côté, là, je sais comment faire. Et dit, le code du travail exige à chaque promoteur qui engage un enseignant qui a plus ou moins 8 jours pour le déclarer à l'INPS. 8 jours. 8 jours. Tu n'es pas dit que tu vas me donner un salaire de millions, mais me déclarer à l'INPS. Ça, tu dois le faire 8 jours. Mais ça, c'est le code du travail. Maintenant, le reste, là, ça va venir après. Mais toi, tu ne m'as jamais déclaré à l'INPS. Mon salaire n'est jamais affilié, viré dans une banque. Et c'est main à main. Et il n'y a pas de récit.
si tu es enseignant. Si tu es enseignant, tu dois comprendre. Et des fois, même pire, il y a des promoteurs qui prélèvent chaque mois. Dans le P, l'AIT prélève l'argent de l'INPS. Voilà. Et ITS, il prélève, alors que tu n'as aucun papier. Et on te dit que c'est versé. Et tu crois à ça. Le problème, c'est que, vous voyez pourquoi je dis que c'est nous qui sommes responsables. Parce que nous croyons à ça. On ne va pas vérifier, alors qu'on a toutes les raisons pour aller vérifier si c'est vrai ou pas. Et quand tu iras à l'INPS aussi, on dit, l'INPS aussi est coupable, est coupable, oui. Parce que l'INPS doit vérifier. Elle ne fait pas ça. Et ça, c'est la part de l'État, on va y arriver. Voilà un peu, voilà un peu les conditions de travail de nos combattants de la CRE, les combattants contre l'ignorance. Et nous avons parlé ici du contrat. Et selon M. Alassane, selon M. Touré, le contrat il peut être verbal dès lors où vous avez votre emploi du temps. Sachez que vous avez un contrat avec le promoteur. Et les 8 jours qui suivent, il a l'obligation de déclarer à l'INPS. Mais au cas où il ne le ferait pas, ou bien pour vous, c'est la démission? Non, pas la démission. Il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. C'est-à-dire que quand on est intellectuel, on n'agit pas comme l'ouvrier de la bourse. Je l'interpelle d'abord. Si je l'interpelle et qu'il ne fait pas encore, je le dénonce à l'INPS. Je le dénonce à l'INPS. Je crois que ça fait 2 ans ou 3 ans maintenant que je vois que l'INPS, même sur les réseaux, je vois, ils font une publicité pour aider les gens. Il y a les enquêtes. Voilà, pour dire aux travailleurs là de venir s'informer et pour qu'ils puissent être à l'INPS. Je crois bien que je crois avoir vu 2 ou 3 publicités sur les réseaux sociaux. Donc, il dit qu'il y a des démarches à faire. Il y a une procédure. Et si je l'interpelle, il ne fait pas ça une fois. Il va te donner des explications. Et la plupart vont te dire que c'est déjà fait. Mais je tiens à préciser encore qu'il y a des promoteurs très malins. Quand ils font, ceux qui ont 9 sur 12, là, ils vont te dire qu'ils vont verser ta cotisation les 9 mois là. L'année prochaine là, si vous revenez là, c'est un recommencement. Il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait là, ça tombe dans l'eau. Donc c'est un recommencement. Et tu es obligé maintenant de faire toute ta vie croyant que tu as quelque chose à l'INPS et tu n'as rien. Donc tâchez vérifier. Et allez-y à la source. Et quand vous donnez, si vous êtes quand même à l'INPS, on va rentrer, on va vérifier ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Mais des fois même, ça a coûté des licences, ça a valu des licenciements certains enseignants à l'idée seulement qu'ils sont allés à l'INPS pour vérifier. Ça a coûté certains enseignants. Bon, étant donné qu'ils vivent déjà dans la précarité, ou le mot que vous avez utilisé comme la misérabilité, ce monsieur qui peine à nourrir sa famille, s'il doit rentrer dans un procès, parce que les promoteurs aussi calculent. Ils savent que vous n'avez pas les moyens pour durer dans un long procès. Ils vont vous tourner, c'est que 1 mois, 2 mois, vous êtes déjà fatigué et vous allez abandonner. Je ne crois pas qu'ils pensent qu'on n'a pas les moyens. Ils pensent que nous n'avons pas la politique de nos moyens. Ça veut dire quoi? Que les moyens, c'est le droit. Oui. Quand on a... Mais le droit, pourvu qu'il soit dit. Parce que la peur, c'est là. Ah, c'est là la question. C'est pourquoi j'ai dit que on a 2 combats à faire. C'est-à-dire qu'on a 2 adversaires. Les promoteurs qui incarnent l'État. Il dit les promoteurs qui incarnent l'État. Cela sous-entend quoi? Que si un promoteur renvoie un enseignant et que le droit doit être dit, la minute, le promoteur doit être à la place de l'enseignant. C'est lui qui devrait être enfermé. Parce qu'un promoteur, en ouvrant une école là, tu sais ce qu'il a pris comme engagement. Un promoteur, en engageant un enseignant, tu connais le droit. Il y a le code du travail. Mais tu ne vas pas violer en pleine journée le code du travail. Et quand on voit à l'État, c'est celui qui a violé qui a raison. Souvent. Donc là, vous avez compris ce que merci. J'en viendrai. C'est sûr que c'est notre problème, c'est qu'on n'est pas, avec tout le respect que j'ai pour l'autorité, je ne sais pas si à la sortie ici, on va me rattraper encore. On n'est pas dans un état sérieux. On n'est pas dans un état sérieux. Un état exigeant. Ça, les promoteurs tremblent quand ils font ça avant même d'arriver à la justice.
Mais chez nous, il tape sa poitrine. Il te dit, je vais te renvoyer, il n'y aura rien dedans. Bien sûr, il va le dire ouvertement. C'est lui-même le droit. Merci, c'est lui-même le droit. Et ça, c'est là où on interpelle l'État. C'est là où on s'est dit que l'État a abandonné ses fils. Nous avons été formés par l'État. Nous sommes formés dans les mêmes écoles que les camarades du public. Nous avons les mêmes diplômes que les camarades du public. Et l'État a droit de nous protéger, de couvrir tous les enseignants, tous les enfants d'ailleurs, pas seulement les enseignants, tous les fils de l'État. Mais quand vous laissez ces enfants-là dans les mains de ces arnaqueurs, vous ne dites rien. C'est trop fort, hein? Ah non, c'est pas fort. C'est même faible. S'il y a un mot au-delà que ça, je vous avoue qu'il y a certains qui sont des vrais arnaqueurs parce que tu ne peux pas regarder ton semblable et lui dire que je ne te paye pas et tu n'auras pas de toi. Je vais te renvoyer. Il y a des gens qui nous avons des cas, peut-être que ces enseignants qui nous suivent, qui sont dans des situations comme ça, nous avons fait un numéro spécial où nous souhaiterons qu'ils soient là. Merci. Parce qu'un enseignant m'a raconté mes aventures avec son promoteur. Il a plus d'un an d'arriéré et en plus de ça, il a été licencié. Et selon ce qu'il dit, je n'ai pas vérifié les faits, l'affaire est au niveau du tribunal du travail plus d'un an. Chaque jour, quand il est là, le promoteur n'est pas là. Non, j'ai dit qu'il n'aura pas gain de cause parce que je t'affirme déjà que le promoteur a déjà fini. Il reste seulement la fin de ça. Mais je lance d'ailleurs un appel à tous ces camarades-là. Le syndicat s'est organisé, on a un avocat pour ça. On a un avocat pour ça. C'est vrai que nous ne gagnons pas toujours. Parce que ce qui est. Voilà, nous gagnons, mais nous faisons de nos mieux et je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent tout de suite là, qui ont été déjà mis dans leurs droits. On a tenu à les accompagner, notre avocat a tenu à les accompagner à toutes les instances pour pouvoir les mettre dans leurs droits. Et je crois qu'ils entendent et ils peuvent réagir. Et nous allons évoluer, le temps est en train de nous talonner. Merci. Quelle est la charge horaire hebdomadaire d'un enseignant dans le privé comparée à celle du public? Non, la charge horaire c'est très facile. Le privé c'est des ouvriers. Aucun respect, aucune considération. Donc certains du privé, là, je prends par exemple, quand tu es permanent dans un lycée, tu as minimum 20 heures. Alors que quand tu es au public, c'est entre 14 et 16. Quand tu es au fondamental, si tu es permanent, je mesure mes mots parce que je ne suis pas là-bas. En tout cas, je sais qu'on m'a dit, on m'a fait comprendre qu'ils sont à 22 heures. Vous voyez que la charge horaire. Et ça, il n'y a pas question qu'on appelle heure supplémentaire. Non, tout ce que tu fais là, c'est juste une convention. Donc vraiment, on ne compare pas, j'allais dire, un chameau à une souris. Parce que certains interprètent le mot permanent et disent que j'étais recruté pour être permanent. Et tant que j'ai besoin de toi, tu dois être là. Oui. Donc 5 jours sur 5, l'enseignant a 5 heures de cours par jour. 5 ou 6 heures et au-delà. Même des fois, on exige qu'il travaille le samedi. Tout à fait. Contre des salaires que... Tout à fait. Tu es un pion qui est manipulé à tout moment. Et si tu dis non une fois, attention. Bien sûr. Il n'y a pas de ligne à suivre, il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas lettre de mise à pied, non, c'est direct. Oui, un bon matin, tu viens trouver que quelqu'un est en train de dispenser ton cours. Je vous jure. On ne vous informe même pas. Maintenant, les enseignants du privé, est-ce qu'ils bénéficient du moins? Nous avons vu que nous ne généralisons pas les cas. Il y a aussi des sérieux, des promoteurs sérieux. Est-ce qu'ils bénéficient des congés, des primes ou des sécurités sociales? Vous avez exploré ça, mais... Je vais peut-être être un peu hésitant. Parce que lorsqu'on parle des enseignants du privé, il faudrait qu'on se mette d'accord qu'il y a deux types d'enseignants du privé. Il y a les enseignants du privé durs et les enseignants du privé para. Les enseignants du privé durs, là, c'est des enseignants des écoles où c'est totalement privé. Ils ne reçoivent pas les enfants de l'État. Je peux en citer une dizaine avant. Ces enseignants, certains d'entre eux qui sont permanents, peut-être je fais partie. Nous avons des primes. Peut-être ce n'est pas une façon de me moquer des autres. Nous, dans l'école de laquelle je suis, nous avons des primes de vacances.
Nous avons des primes de nouvel an et nous avons des primes de fête. Voilà. Ça, c'est une déception. Oui. Oui, je profite pour remercier mon promoteur. Et inviter les autres aussi à lui emboîter les pas. Merci bien. Par contre, congés, disons, pas par contre, nous avons aussi des congés les 3 mois. Ça, c'est des congés de tout le monde. Oui. Mais au-delà de ça, là, je ne pense pas qu'il y a tout congé. Et par rapport aux enseignants parapublics, ça, parler des primes là, c'est un crime. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de primes. Donnez-nous ce qu'on a, on a nos salaires. Mais là où on ne donne pas aux permanents leur salaire même, ce n'est pas prime où ils vont demander. Et certains vont en vacances avec 3 mois d'arriéré. Et là, le robinet est fermé. Ceux qui sont sous les airs là, aujourd'hui c'est juin, l'année est finie, le robinet est fermé. Jusqu'en octobre. Donc, prime congé là, ça c'est vraiment une illusion. C'est un verbe qu'on entend, mais on ne sait pas comment le conjuguer. Nous allons évoluer vers ce 3e volet, les salaires et la précarité. D'accord. Les salaires versés sont-ils conformes au SMIC ou le minimum syndical, puisque vous êtes un responsable syndical? Vous avez à peu près des échos. Est-ce que les enseignants du privé perçoivent au moins le SMIC? Merci. C'est une question qui fâche quand même. Hein. J'avoue que je me suis hasardé vers les années 2019, fin je crois. J'avais entendu, ou nous avons entendu, on a été interpellé à la maison d'enseignants, on était en réunion d'ailleurs, qu'une dame en pleurant nous a appelés. Et on m'a mis en mission, le Ségal. Je profite pour remercier mon Ségal. Et Ablaï Fouti Liberté, certainement vous ne le connaissez pas. Et un homme humble, un homme sérieux, un homme engagé pour ce combat. Je vous fais une confession. Confession ici, mais c'est qu'à la télé, ça serait plus une confession. Voilà celui qui a fait la prison pour les enseignants du privé. Pour pouvoir revendiquer les droits des enseignants du privé. Il a fait la prison. Parenthèse que je ferme et je passe rapidement. Je suis allé faire des enquêtes et j'ai posé la question à la dame là, est-ce que ton salaire est en bas du SMIC? Tu sais, la dame ne connaît pas le SMIC. Elle est enseignante. Je vais taire le nom, mais certainement les camarades qui vont voir l'émission savent de quelle dame je parle. J'ai dit, c'est égal, mais je ne comprends pas. Comment un travailleur, même si tu n'es pas enseignant, quel que soit le secteur, un travailleur qui ne connaît pas le SMIC. Et je sais que même tout de suite là, si on fait un micro-trottoir, vous allez rentrer dans certaines écoles, je vous jure, il y a des enseignants qui ne connaissent pas le SMIC, la définition. Oui. Et on va profiter pour le définir aujourd'hui. C'est salaire minimum interprofessionnel garanti. Et j'ai fait un tour d'abord avant de répondre à la question. En Côte d'Ivoire, le SMIC était en janvier 2002 à 60 000 francs. Mais janvier 2025, c'est passé à 75 000 francs, le SMIC en Côte d'Ivoire. Même la bonne doit percevoir 75 000 francs, la bonne, en Côte d'Ivoire. Et au Togo, certainement ça vous pouvez m'aider parce que je sais que vous n'êtes pas loin quand même là. Le Togo, en 2016, on était à 230,70 francs par heure. Donc ça veut dire qu'on est passé à 52 500 au Togo, à la date d'aujourd'hui. Au Mali, normalement, c'est 40 000. C'est 40 000 normalement, parce que le Mali, les textes changent, mais la réalité reste. Dans les textes, c'est 40 000. Mais il y a des enseignants au Mali qui sont payés à 15 000 francs. Premier cycle, je précise. Premier cycle, 15 000 francs. Vous pouvez faire le tour. Je peux vous donner les secteurs aussi. Cette dame est payée à 20 000 francs, la dame qui nous a fait appel. Je suis allé m'entretenir avec son directeur. J'ai dit, directeur, vous êtes intellectuel. Savez-vous que celle-là, elle est diplômée? Savez-vous qu'elle a fait combien de temps pour avoir ce diplôme-là? Savez-vous qu'elle a une famille? Voilà. Elle m'a dit que c'est elle qui a accepté. On l'a fait la proposition. J'ai dit, même vous en faisant la proposition. Il y a des bonnes au Mali qui sont payés à 35 000 francs. Il y a des bonnes au Mali qui sont payés à 35 000 francs. Et elle n'a pas de
diplôme. Même si elle a une qualification quand même, elle n'a pas de diplôme. Mais les diplômés se dévalorisent. C'est là où je dis que on ne se fait pas confiance, on ne se met pas en valeur. Comment un diplômé peut aller dans une école pour prendre 20 000 francs, quelle que soit ta misère? C'est là où on est irresponsable. Comme même laver les habits, tout ça, là, par jour même, on a au moins 2 000 francs. Donc c'est là où je dis, j'interpelle les enseignants à se valoriser. Donc, il y a des enseignants qui sont payés, pas en dessous, je ne sais pas les mots qui viennent en dessous là, 10 SMIC. Oui. Donc, et plusieurs, surtout dans les domaines dans les secteurs premier cycle, second cycle, on n'en parle même pas. Donc ça, vraiment, les enseignants ne sont pas payés à leur juste valeur. Et voilà la question, la réponse que je pourrais apporter à cette précision-là. Donc, d'une manière générale, on peut parler de, comment on appelle ça, de la précarité généralisée chez les enseignants. C'est pourquoi j'ai dit il faut remplacer précarité par la misérabilité. Parce que quand je parle de précarité, ça veut dire que c'est difficile, mais on peut s'en sortir. Mais misérable, c'est difficile, on ne peut pas s'en sortir, on est contraint de rester. C'est la petite différence. Donc, vraiment, on est en dessous de la précarité. C'est vraiment invivable. Nous avons évoqué dans notre introduction le retard des salaires et l'absence complète du paiement sur plusieurs mois. Est-ce que vous croyez que cela peut impacter la qualité de vie des enseignants? Un enseignant sans salaire n'a même pas de vie. Donc, ça veut dire qu'impacter, c'est minime. Ça va même détruire sa vie. Est-ce qu'un enseignant sans salaire a une vie? Pratiquement pas. Et un enseignant, sinon un travailleur, pas seulement un enseignant, sinon un travailleur sans salaire n'a pas d'honneur. Il n'a pas de dignité. Il n'a pas de respect. Même chez lui, je vous avoue que certains de nos camarades rentrent chez eux du moins, les enfants ne courent plus qu'ils les rencontrent. Papa rentre, et les enfants s'assoient là-bas, papa nana, abana. Alors si jamais je rentre avec un capuchon noir là, bien sûr, à la porte là, on va me rencontrer. Mais joie. Où est-ce que je vais sortir ce capuchon noir? Il n'y en a pas. Les promoteurs qui savent, ces enseignants sont humiliés. Humiliés dans la famille, humiliés dans les quartiers, humiliés chez les promoteurs. Certains sont obligés de passer à d'autres pratiques. Je vous avoue, si chaque fois je viens voir, camarade, donne-moi 1000 francs, je n'ai plus d'honneur, c'est humiliant. Donc, vraiment, le manque de salaire, ce n'est pas seulement la qualité humaine qui disparaît, c'est même la vie humaine qui n'a plus de sens. La marmite ne résonne plus. Il y a certains camarades là qui sont dans les mosquées. Pour demander le monde. Je vous jure. Imaginez quand cette rentrée scolaire-là, on parle des inondations, la rentrée n'a pas eu lieu à cause des inondations. Oui, inondations, ce sont des sinistrés. Mais un enseignant qui fait 12 mois, ce n'est pas un sinistré. Mais ils sont inondés il y a longtemps. Et bien c'est après les pluies là qu'ils ont vu inondation. Les enseignants du privé sont déjà inondés. Il n'y a pas d'autre inondation que ça. Parlons des enseignants saisonniers, qui font la vacation, ou du moins même s'ils sont appelés permanents, souvent cette permanence n'est que le nom. Ils ne perçoivent presque pas le salaire en vacances. Est-ce que vous avez une idée de comment ils arrivent à vivre? J'avoue que question directe, réponse directe. J'ai rencontré, il y a de cela 2 ou 3 semaines, un ami qui me dit qu'il est en train de faire télémanie. J'ai dit, la moto, c'est pour toi. Il dit, c'est un de mes anciens élèves d'ailleurs. Il me dit, monsieur, où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer télémanie? Il me dit, c'est une connaissance qu'il a dit, comme il ne fait rien, il va le payer télémanie, il va gagner sa vie. Les vacances, c'est la période de la vache maigre. Les vacances, c'est... on se livre à tout. Certains vont faire de la maçonnerie, d'autres vont faire qu'on appelle de la menuiserie. On est prêt à tout faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas grave. Moi, je dis qu'il n'y a pas de solution. Tout ce que nous pouvons faire pour gagner dignement notre vie, on va le faire. Et c'est comme ça que les enseignants du privé vivent, grâce à Dieu.
Ils font tout. Ils ne vont pas mourir. Je les appelle encore des soldats immortels. Ah oui. Ce n'est pas pour dénigrer nos camarades militaires qui meurent, mais nous sommes immortels. Donc, si c'est immortel, la description que vous faites vraiment, ça vaut le nom. Alors, nous allons revenir maintenant sur votre rôle en tant que syndicat. C'est le rôle du SYLECMA et la lutte syndicale. Nous allons voir, oui, la description sombre, amère, difficile, d'ailleurs même qui ça fait couler les larmes pour ces mères de famille, pour ces pères de famille qui ne demandent qu'à vivre dignement de leur métier. Nous voulons voir d'abord au niveau du SYLECMA, quels sont les principaux combats actuels du syndicat libre des enseignants des écoles privées du Mali. Merci bien. Alors, vous allez me permettre encore de vous faire un peu la genèse du syndicat, parce que beaucoup d'entre nous, nos camarades, bien sûr, qui écoutent SYLECMA ne savent pas comment SYLECMA est. Oui, et pour ne pas vous couper, quand j'ai préparé l'émission, parce que j'ai diffusé ça sur les réseaux qui aura un enregistrement avec le thème, beaucoup ont manifesté leur joie vraiment et ont souhaité qu'on perpétue ça. Mais malheureusement, certains m'ont dit qu'ils ne savent même pas qu'il y a un syndicat qui lutte pour les enseignants du privé. Merci. Et vous voyez que déjà, quand je dis n'est pas enseignant qui le veut, l'enseignant va à la recherche du savoir. L'enseignant cherche à savoir. Ce syndicat a existé depuis 2004, mais sous une autre appellation. On était une couche du SNEC. Et le SNEC, un Malien qui ne connaît pas le SNEC, enseignant bien sûr, ça serait par peut-être ignorance. Le SNEC, c'est le premier syndicat de l'éducation qui existe. Premier syndicat de l'éducation qui existe au Mali. Nous étions avec eux, on a cheminé longtemps ensemble et je profite pour les remercier quand même. Ils nous ont formés. Et là, on était comme section enseignement laïque, privé laïque. C'est là où les noms, section enseignant privé laïque. On était avec eux, croyant qu'ils nous allaient nous amener la barbe de Dieu. Excusez-moi le vocabulaire. On a fait à peu près longtemps avec eux. On cherchait à s'imposer. On cherchait à se faire voir une visibilité. On a su que une médouille ne peut pas gratter ton dos. C'est là où, 2018, le 1er mai, la fête du travail, on a décidé de nous retirer du SNEC et créer, prendre notre destin en main. Donc, le syndicat a été créé le 1er mai 2018 à la maison de l'enseignant. Et on a eu notre acte de conformité le 19 décembre 2019. Et 2019, aujourd'hui, je crois bien que quand un enseignant de Bamako dit qu'il n'est pas au courant, c'est que lui, il n'a autre chose qu'aller à l'école à la maison. Et ça, ce n'est pas un bon enseignant. Moi, j'ai fait le tour du monde. Je suis allé pour l'implantation du syndicat de Gao à Kaï aujourd'hui. Je veux dire de Kidal à Kaï. Kidal où il n'y a pas, les enseignants du public ne sont plus là-bas, mais les enseignants du privé sont là, à Kidal, à l'heure où je vous parle. Le syndicat est implanté sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. Et c'est moi en personne qui suis allé, Kaï, Mapti, Ségou, Koutiala, Ségou, j'en passe, pour ne pas citer toutes les régions, pour aller l'implanter. Et à Bamako, toutes les communes ont un bureau. Il y a les groupes WhatsApp qu'on a créés. On appelle les enseignants tous les jours, mais on ne finit jamais de les appeler parce que certains n'ont jamais entendu un appel. Bien. Voilà comment le syndicat est né. Et quand le syndicat est né, on n'a qu'un objectif prioritaire. Une convention collective qui va retracer toute la vie des enseignants du privé. Comme chez les écoles catholiques. Tant qu'on n'a pas une convention là, on n'est pas reconnu. Nous relevons du code du travail, du code du commerce. On était considérés comme des commerçants. Il faudrait qu'on se retire de cette maladie-là pour devenir enseignant comme nous sommes. Enseignant égal à enseignant. C'est là où nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous prenions notre destin en main et qu'on va chercher à avoir cette convention collective. Mais je vous avoue que ce n'est pas chose rose. On est là-dessus encore et j'ai dit le syndicat fait partie
des gens qui ont signé le pacte de stabilité et de la croissance économique à la télé. Donc l'enseignant là qui dit qu'il ne connaît pas les syndicats là, c'est qu'il ne regarde même pas sa télé. Il ne suit pas les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui connus nationalement et je suis un membre qui représente les syndicats du privé dans le comité de suivi du pacte de stabilité et de la croissance économique. Très bien. J'ai fait partie. Et on est en train d'élaborer, c'est presque fait, la convention collective. Alors, pour en venir à la question maintenant, j'ai été trop long quand même. Oui, non, ça valait la peine. Parce merci. qu'il faut connaître. Notre souci, c'est d'abord organiser ce secteur-là. Vous l'avez dit à un moment que nous sommes vraiment désorganisés. Il n'y a pas de force sans union. Il n'y a pas de force sans union. Donc, notre premier combat, avoir la convention collective, après organiser les enseignants autour de cette convention-là, il faut qu'il y ait une union sacrée autour des syndicats pour que nous puissions être forts. Donc ça ne peut pas aller sans l'implantation des syndicats dans toutes les régions. Et ça, on a presque fini. Aujourd'hui, les syndicats sont dans toutes les régions du Mali. Toutes les régions. Et si vous êtes à Bamako, on peut vous citer les secrétaires généraux de 6 communes. Si vous êtes vers Kouralé, on peut vous dire qu'il n'y en a pas là où les syndicats n'existent pas aujourd'hui. Et nous souhaitons quand même que la liberté syndicale ne soit pas un vain mot. J'interpelle aux camarades qui ont peur de revendiquer leurs droits. La liberté syndicale est dans la constitution malienne. Et on ne va pas me renvoyer parce que j'ai réclamé mes droits. Ou on n'est pas dans un état sérieux. Bref. Maintenant, par rapport aux promoteurs des écoles privées, est-ce que vous avez mené certaines démarches pour essayer de les sensibiliser, les faire On est en parfaite collaboration. Et je profite pour remercier Odias. Je vous ai parlé d'Odias Kone, qui est le représentant de l'AEPM de la Commune 6. Voilà un promoteur humble qui comprend le langage sans parler. Nous sommes en collaboration avec Bourkassoum Touré. Quand on a vu le jour, notre premier travail, c'était d'aller vers nos promoteurs, les expliquer nos raisons. Parce que les syndicats n'est pas venu pour combattre les écoles privées. Non. On est venu pour les aider à avoir une visibilité. Quand le promoteur va croire que les syndicats, c'est son ennemi, on va enterrer ton école. Nous n'avons pas de vie sans eux. C'est eux qui sont nos employeurs. C'est à eux de nous comprendre. Et nous allons les aider à prospérer. Donc, on est parti de expliquer les raisons de la création du syndicat. Et je suis clair que tous les camarades des associations de promoteurs, ils sont probablement à l'écoute. On se connaît déjà. Mais on n'a pas pu démarcher toutes les associations parce qu'il y a 8 à notre connaissance, mais on a pu voir que 4, je crois, 4 ou 5. Et qui nous connaissent. Et on travaille en franche collaboration. Chaque fois quand on voit quelque chose qui ne va pas, on l'interpelle. Donc, on est vraiment en harmonie. Nous sommes menacés par le temps. Nous allons survoler rapidement cette partie, les perspectives et les solutions. Quelles mesures concrètes peuvent améliorer les conditions de vie des enseignants du privé? On avait dit, d'abord, il faut que l'État s'implique dans la gestion des écoles privées. Il faut qu'on parvienne à assainir ce secteur-là. Et j'ai madame qui a été relevée, madame le ministre qui a été relevée était sur le bon chemin. Mais malheureusement, l'État est une continuité. Elle est partie, mais on n'a rien senti encore. Deuxième, il faut que les écoles privées arrivent à avoir leurs conventions collectives, comme les écoles catholiques. Et que les camarades parviennent à s'unir, faire une union sacrée autour de ces syndicats. Tant que les 3 éléments ne sont pas combinés, instantanés et qui partent ensemble, ça nous allons vivre difficilement encore dans ce secteur. Est-ce que, pour aller plus rapidement, vous avez un message à adresser peut-être aux parents qui ignorent, les parents d'élèves bien sûr, qui ignorent la situation réelle des enseignants? Merci, le message est clair. Les victimes ne sont pas que militaires. Les enseignants des écoles privées sont aussi des victimes. Il faudrait que nous pensions à leur sort, que nous pensions à les aider. J'interpelle pas seulement les parents,
tous les Maliens à se mobiliser derrière ces écoles privées-là, parce qu'ils représentent aujourd'hui la majorité de l'éducation malienne. Je parle pour ne pas de 72, 70 de l'école malienne. Si ce secteur-là est mort aujourd'hui, on ne peut plus parler d'école malienne. Donc nous interpellons les camarades aussi à avoir confiance en eux, que ces gens-là parviennent à se valoriser. Il ne faudrait pas se laisser parler. Réclamez vos droits. Je cite encore Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Personne ne viendra revendiquer leurs droits à leur place. Tant qu'ils ne prennent pas conscience pour revendiquer leurs droits, on va sombrer encore. Et pour que nous revendiquions nos droits, il faut qu'on se donne la main. Il n'y a que cette voie dans laquelle le salut peut sortir. Merci bien. Votre dernier mot pour ce numéro, vraiment, on a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est que le début d'un commencement, comme certains le disent. Et votre mot pour la fin de ce numéro. Alors, je ne cesserai de finir en vous disant d'abord merci à la presse. Je dis que ce n'est pas une première fois. Nous avons senti que même si on a été abandonné par les autorités, par les promoteurs, la presse nous a toujours accompagnés. Donc, c'est aujourd'hui le lieu, l'endroit de dire merci à toute la presse malienne. Nous avons senti votre présence, parce que les vrais amis, on les reconnaît quand on est en souffrance. Et nous avons senti que vous êtes ceux qui partagent nos difficultés. Merci à vous. Et merci encore aux enseignants du privé, particulièrement à mon Ségab qui est à l'écoute. Je les remercie d'avoir peut-être cette initiative et nous donner l'élan qui ne sera jamais. Nous allons mourir probablement, mais on ne doit pas mourir inutilement. On dira, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Nous avons donc planté les syndicats et nous laissons peut-être après notre mort ce combat-là aux jeunes frères. Merci bien, camarades. Merci beaucoup. Voilà. Les enseignants des écoles privées au Mali incarnent un engagement remarquable en faveur de l'éducation, souvent motivé par la passion et le sens du devoir. Cependant, cet engagement se heurte à des réalités difficiles, salaire insuffisant, absence de protection sociale, instabilité professionnelle et manque de reconnaissance. Ces conditions précaires compromettent non seulement leur bien-être, mais aussi la qualité de l'enseignement dispensé. Il est donc urgent que les autorités publiques, les promoteurs d'écoles privées et les partenaires sociaux unissent leurs efforts pour améliorer la situation des acteurs clés du système éducatif malien. Une réforme durable des conditions de travail est indispensable pour garantir une éducation de qualité fondée sur le respect et la valorisation de ces artisans, de ces combattants contre l'ignorance. Et c'est la fin aussi de ce numéro. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Que Dieu soutienne les